Bah, moi, je suis craché. Je suis craché plusieurs fois dans les avions. Et alors, on fait des manœuvres, et à chaque fois, on se rend compte que ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et là, bon, je vais pas dramatiser, mais là, c'est foutu, quoi. Et là, vous sentez la mort. Jean-Jacques, enchanté de vous rencontrer. Salut Jimmy, je salue l'avenir. Quel a été le moment le plus inoubliable de votre carrière en vol? Il y en a plein. Bah, moi, je suis craché. Je suis craché plusieurs fois dans les avions. Et vraiment, là où ça m'a bien tapé, je présentais le Mystère 4, qui était un avion ancien. Et là, le réacteur a explosé. Et bon, le premier réflexe, c'est de se dégager, de s'éjecter. Et c'est très curieux ce qui vous passe dans la tête, parce que j'ai pensé à un moment que je pouvais sauver l'avion. Et alors, c'est très curieux dans la tête du pilote, c'est que il n'y a pas la peur. Il y a, soit je m'éjecte, mais là, donc je vais sauver l'avion. Et alors, on fait des manœuvres, et à chaque fois, on se rend compte que ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et là, bon, je ne vais pas dramatiser, mais là, c'est foutu, quoi. Et là, vous sentez la mort. Et le premier réflexe, c'est de retenir. On tombe, le réflexe humain, c'est de retenir. Alors que dans l'aviation, quand on tombe, tu as fait du planeur, c'est fabuleux, c'est que contraire, tu vas piloter ta chute pour reprendre de la vitesse. Et c'est très curieux aussi, c'est une aventure assez individuelle, j'ai vu ma mort. J'ai vu ma mort, comme une énergie, et j'ai dit c'est moi qui vais. Alors que l'ego, de temps en temps, a un intérêt, c'est que c'est moi. C'est pas une force inconnue extérieure, c'est moi qui vais. Et en faisant ça, ça m'a sauvé. Je veux dire, j'ai fait le geste, et j'ai pu me cracher. Bon, l'avion n'a pas explosé. Le crash a duré 22 secondes. Ils estimaient que j'avais ramassé 30 G à l'impact. Okay. Bon, médicalement, tu verras que c'est pas possible. Alors là, tu rentres dans des trucs. Le médecin vient me voir le soir au pied de mon lit et il me dit, monsieur Colonel, monsieur Crine, vos orteils. Je dis, quoi mes orteils? Il ne s'est pas coupé quand même. Il me dit non, mais il bouge. Ben, j'ai regardé. Et bon, il fait bouger les orteils. Il dit, vous sentez rien, pas de picotement, rien. Et en fait, il voulait tester si j'avais pas de la moelle épinière qui était testée. Et il me dit non, mais il me dit vous êtes un sacré chanceux. Durant l'opération Chamal, vol de nuit, et en préparation de mission, on devait aller sur une certaine zone. Et on voit au briefing météo que la zone, il y a des gros orages. Donc on nous change de zone et on part faire le vol. Sauf que dans le cadre de ces missions, on est en alerte pour l'appui aérien pour les troupes au sol. Et durant cette nuit-là, durant ce vol, on nous appelle pour pouvoir nous aider sur une zone. Et le hasard fait que c'est exactement là où il y a les orages. Bah, comme d'hab. En plus, on les voyait avec le dispositif de vision nocturne, on voyait les éclairs parce qu'on voit très bien de nuit. On a également notre ravitailleur qui est avec nous. Et là, on décide de s'approcher quand même pour essayer de les aider, les aider au maximum. Et finalement, impossible de trouver la vue du sol ou de les aider quoi que ce soit. Mais on se retrouve un peu encerclé par tous ces orages. Et là, ce qui nous a un peu sauvés, c'est qu'on a rassemblé notre avion ravitailleur, qui lui a un radar météo qui est vraiment fait pour ça. Qui vous a fait voilà, on a fait, on a fait les zigzags pour partir des orages. Et finalement, tout allait bien au sol. Il n'y a rien de particulier. Et puis nous, ça nous a fait une expérience justement d'un peu pousser les limites de ce qu'on pouvait faire en équipe justement avec le ravitailleur. Et l'état dans lequel on se trouve, posé, pas cassé. C'est ça. C'est fabuleux ça. Là, tu sens l'adrénaline qui te coule par les oreilles, mais tu te dis putain, qu'est-ce que c'était bon. As-tu une anecdote à nous partager qui illustre bien la vie unique d'un pilote de chasse? On était justement, c'était un peu pendant les guerres froides, on s'entraînait à faire des interceptions de nuit. Donc on partait à deux chasseurs, il y en a un qui faisait target, un qui faisait la cible, l'autre faisait l'éloigner, il arrivait dessus. Et puis donc j'étais ce soir-là à 45 000 pieds en train de regarder les étoiles, enfin avec différents états d'âme. Je consultais les étoiles et là je vois dans mes 10 heures un truc qui ressemble à un avion, puis un gros avion ou un avion de ligne, enfin des lumières, etc. Et là on avait des secteurs privilégiés. Et j'appelle le contrôle, je dis écoute, j'ai un trafic dans mes 10 heures, là, il a rien à foutre là, quoi. Hein. Enfin, et bon, et le contrôleur dit moi je vois tout le monde, hein, j'ai la situation tactique, je vous vois, je vois les trafics civils, etc. Mais ça je le vois pas. Alors je confirme, je dis moi je vois 10 heures qui arrivent, c'est peut-être à 10-15 nautiques maximum. Et là mon collègue arrive, il rassemble, je dis Jo, qu'est-ce que tu vois? Il dit oui, il y a un trafic. Et puis bon, alors là, on arrête l'exercice, on s'en sort en police du ciel, parce que ce truc-là, il n'est pas identifié. On sait qu'on ne peut pas traverser le ciel français sans être identifié dans tous les pays. Et là, on y va,
On y va, on fait bien l'interception et tac, il disparaît, mais vitesse lumière. À l'époque, les films d'anticipation n'existent pas, mais comme ça. Une microseconde, ça accélère, ça départ. On te dit sur place. J'ai l'impression que j'allais tomber. On reprend l'entraînement. Et là, c'est moi qui suis chasseur. Je suis en train de faire mon relatif. Et là, tac, ça réapparaît comme un troisième avion qui t'observe. Tu es comme toi quand tu es dans la chasse, tu es au-dessus, tu montes sur la perche. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vraiment plein pot. Et puis à un moment où, pareil, une distance où ils se sentaient menacés, ça nous laisse sur place. Et ça arrivé 3 fois. Bon, puis la troisième fois, puis le patron, on rentre. Je regarde mon pote, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, de toute façon, c'est des emmerdes. Je dis comme ça. Je dis, écoute, on attend demain matin si on en parle. Sinon, parce que c'est des emmerdes. Ou on est au secret, ou on est chez le psy, de toute façon, ça va. C'était mal vu, je veux dire, tu vois. C'était très. Enfin, ça aurait pu être. Bon, et finalement, on n'a pas parlé. On met ça dans un coin, et puis le jour où on aura peut-être d'autres connaissances, on ressortira ça, et ça nous parlera, quoi. Que le mec ne soit pas en disant il a un pet au cerveau. Ou... Donc je pense que c'est à peu près l'attitude que vous avez en ce moment. Si vous avez une observation qui est un peu extraordinaire, vous faites un rapport, vous avez le droit de le faire. On n'en parle même plus, peut-être? Non, j'en ai pas. Moi, j'ai juste une petite anecdote qui m'est arrivée durant mon déploiement de l'opération Chamal. C'est un vol de nuit, dispositif de vision nocturne, il ne se passe rien. Donc je regarde le ciel, etc. Et là, je vois une dizaine de lumières blanches en ligne droite qui passent très vite au-dessus de moi. Et puis là, j'en avertis mon leader, puisque j'étais équipier à ce moment-là. Et puis après, au débriefing, on s'aperçoit que c'était une nuée de satellites. Oui, qui était en train de rentrer dans le passage. Donc pour moi, c'était vraiment juste ça. Et juste pour la petite anecdote, à Cognac, j'étais sur Grob 120. Et c'est un exercice de patrouille serrée, donc c'est quand deux avions se retrouvent l'un à côté de l'autre, à quelques mètres. Et là, donc je suis focalisé sur mon leader, et je vois une masse noire arriver très vite, et j'ai pas le temps de regarder ou quoi que ce soit, c'est très vif. Et là, je reçois un très gros choc au casque. Et là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de vent dans la cabine tout d'un coup. Et en fait, c'était l'oiseau qui a traversé l'hélice, qui a cassé le pare-brise. Et heureusement que j'avais mes 2 visières, parce que le pare-brise a tapé mon casque. Et après, l'oiseau a fini à l'arrière. Et c'est étonnant même avec la vitesse. Nous, on avait un petit verre de caméra sur le B2 l'avant, il y avait des petits trous. Et un mécano qui nous dit c'est des mouches. Tu rigoles? C'est-à-dire qu'une masse de rien du tout, quand tu la prends à une vitesse presque hypersonique, c'est une tonne, quoi. Ça peut te percer des trucs, quoi. Voilà. Comment es-tu parvenu à devenir pilote? Mes parents racontent que même quand j'avais 6 ans, j'étais obnubilé par les avions de chasse, que ce soit dans les films ou les meetings auxquels j'ai pu assister. Et puis les jouets également, quand on est petit, je jouais plus avec des avions de chasse qu'autre chose. Et ensuite, j'ai toujours su, en fait, au fond de moi, que je voulais piloter des avions. Et il faut que ça soit comme ça. Pour réussir, parce que les étapes sont difficiles. Ah oui, beaucoup de sacrifices et une sélection qui est constante finalement. On rentre sur concours. Et ensuite, à chaque étape de notre formation, on est sur la sellette un petit peu, on est sur le siège éjectable, littéralement, où si les résultats ne sont pas bons, eh bien, on peut être évincé du parcours. Et ça, c'est constant, donc ça nous rajoute une pression qui est escalée, mais qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est un parcours semé d'embûches, mais la passion est là et nous permet de tenir. On ne peut pas ne pas le faire. Voilà, c'est ça. C'est une souffrance, souvent, le stress, qui est maîtrisé. Il faut ça, mais on ne peut pas ne pas le faire. Bon, il se trouve que je suis né en 1944 et que je suis né à côté d'un petit pays, en Anjou, où il y avait un terrain de chasse allemand. C'était en juin 1944, on m'a raconté, hein. J'étais dans mon berceau, et il y a un raid américain, des P-38, qui sont arrivés au ras des arbres et qui ont flingué le terrain. Donc ça pétait dans tous les sens. Feu d'artifice, les gens dans les fossés, etc. Et moi, je pense qu'en tant que bébé, au lieu d'être mort de terreur, ça me fout une telle émotion que voilà, ça m'a foutu une injection. Et je pense que ça m'a donné envie. Je ne pensais qu'à ça. Et surtout, dans ma famille, je dirais presque par amour, on me disait, mais ne rêve pas. Physiquement, t'es que dalle. Les études, c'était la trouille. Les maths, j'en pouvais pas. C'est-à-dire, j'ai passé mon enfance à ce qu'on me dit, ça ne sera pas possible. Et ce que je dis aux gens, ne renoncez jamais. Et on passe des étapes comme ça. Et c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup. Non pas qu'on est supérieur, je dirais, à notre être humain, c'est que la passion, c'est ça. C'est comme quand vous êtes amoureux.
J'ai traversé l'Atlantique pour aller voir votre bien-aimé. Hein. J'avais trouvé le bateau qui va bien, alors qu'il va bien. D'échanger comme ça, c'est toujours un plaisir. Et puis, dans l'aviation, dans l'armée de l'air, on a surtout cette notion de rétex, donc de transmission du savoir, c'est-à-dire les anciens, ceux qui ont vécu, nous transmettent pour qu'ensuite la jeune génération ne fasse pas les mêmes erreurs. Exactement. Et finalement, c'est toujours un plaisir. Ouais, ouais. Pour la gloire de nos ailes, la victoire de nos armes et l'amour de nos dames, parce que nous sommes des gentlemen dans l'aviation. Et à la chasse. Non, on arrête parce que...